Lyon 15 mars 2026 à 6h15. Laurent Wauquiez venait tout juste de mettre fin à son appel et restait un instant immobile comme suspendu à ce moment. Au bout du fil, Emmanuel Macron lui avait parlé sans détour. « Laurent Matignon a besoin de vous. Sébastien s'est retiré et vous êtes le seul en mesure de redresser ce quinquennat. » L'échange bref mais décisif résonnait encore dans son esprit. Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et chef des Républicains Wauquiez laissait apparaître une satisfaction à peine dissimulée. Après tant d'années à observer le pouvoir depuis l'opposition, il touchait enfin du doigt la fonction qu'il convoitait depuis si longtemps. Pourtant, ce qu'il ignorait encore, c'est que 24 heures plus tard, cette promesse d'ascension se transformerait en une chute brutale inscrite, comme l'épisode le plus retentissant de toute sa carrière politique. Enfin, lâcha-t-il en se tournant vers ses conseillers présents dans son bureau lyonnais. Un sourire chargé de sous-entendus aux lèvres, Macron a compris qu'il ne pouvait pas sauver la France sans la droite républicaine. L'atmosphère était électrique, presque irréelle. Depuis l'annonce inattendue du départ de Sébastien Lecornu, 1 heure auparavant, son téléphone n'avait cessé de vibrer. Journalistes, élus, figures politiques de tous bords se pressaient pour obtenir sa réaction face à cette crise majeure. Mais ce simple appel présidentiel venait de bouleverser l'équilibre. En quelques minutes, tout avait changé. « Mes amis, déclara Wauquiez à son équipe, dans 48 heures, je serai Premier ministre de la République française. Il est temps de préparer notre retour au pouvoir. » Cette perspective n'avait rien d'irréaliste. Laurent Wauquiez, 49 ans, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, président de Région populaire, dirigeait les Républicains d'une main de fer. Sa gestion de la crise Covid en Auvergne-Rhône-Alpes lui avait donné une stature nationale et ses critiques mesurées mais fermes de la politique macroniste en avaient fait un recours crédible. Laurent a le profil parfait, expliquait un proche de Macron ce soir-là. Il incarne la droite républicaine classique. Il a l'expérience gouvernementale et surtout, il peut nous apporter les voix LR dont nous avons besoin à l'Assemblée pour gouverner. Cette alliance hétéroclite était dans l'air depuis des mois. Face à la montée de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, les partis centristes cherchaient à faire bloc. La démission de Lecornu offrait l'occasion rêvée de concrétiser cette union. « Nous allons former le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat », se réjouissait-il. Fini le temps des compromissions avec l'extrême gauche ou l'extrême droite. La France mérite mieux que ça. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Wauquiez convoqua une réunion d'urgence avec les dirigeants LR. Il fallait préparer la future équipe gouvernementale, définir les priorités politiques et surtout gérer la communication autour de cette alliance historique. C'est un moment crucial pour notre famille politique, expliquait-il au cadre LR rassemblé dans les locaux du parti à Lyon. Nous avons l'opportunité de revenir au pouvoir dans des conditions honorables avec un vrai programme, une vraie légitimité. Les présents étaient enthousiastes mais prudents. « Es-tu certain que Macron ne va pas changer d'avis » demandait Aurélien Pradier, secrétaire général du parti. « Oui » répondit Wauquiez avec assurance. « Il n'a pas le choix, sans nous. Son quinquennat est fini. » Cette confiance n'était pas infondée. Les sondages montraient que seule une alliance LR-MLR pourrait rassembler une majorité stable à l'Assemblée nationale. Et Laurent Wauquiez était effectivement le dirigeant LR le plus respecté, capable de faire accepter cette alliance à sa base. « Nous négocierons d'égal à égal », précisait-il à ses troupes. « Pas question d'être les supplétifs de Macron. Nous voulons des ministères régaliens un vrai poids dans les décisions et l'assurance que nos valeurs seront respectées. » La soirée se prolongea tard dans la nuit. Wauquiez et son équipe travaillaient sur tous les détails composition du gouvernement, programme politique, stratégie de communication. L'ancien président de l'UMP, habitué aux négociations de haut niveau, orchestrait tout avec une précision d'horloge. « Demain matin, je prends le premier avion pour Paris », annonçait-il vers minuit. À 10 heures, j'ai rendez-vous à l'Élysée pour finaliser les accords. À 15 heures, nous ferons une déclaration commune avec le président. Et demain soir, je dors à Matignon. L'emploi du temps était parfaitement huilé. Wauquiez avait même prévu l'annonce de sa nomination aux principales rédactions, la composition de son cabinet et les premiers dossiers à traiter en urgence. « Laurent est dans son élément », observait un conseiller. « Il a attendu ce moment toute sa vie. Voir comment il gère cette transition montre qu'il était vraiment fait pour ce poste. »
Effectivement, Vauquier rayonnait. Après des années d'opposition parfois difficiles, après les échecs électoraux répétés de la droite, il allait enfin pouvoir mettre ses idées en pratique au plus haut niveau de l'État. Cette nomination va redonner espoir à tous ceux qui croient encore aux valeurs républicaines, déclarait-il à la presse locale, avant de partir pour Paris. La France a besoin d'un gouvernement sérieux, expérimenté, qui ne se contente pas de faire de la communication, mais qui agit vraiment. Le voyage en avion vers la capitale fut triomphal. Vauquier était accompagné de ses principaux collaborateurs, tous galvanisés par cette perspective. Les journalistes présents dans l'avion notaient son assurance, sa sérénité, sa préparation minutieuse. Il ne montre aucun signe de stress, rapportait un reporter de France Inter. Laurent Vauquier semble vraiment prêt à assumer cette responsabilité historique. L'arrivée à Roissy fut un événement médiatique. Une meute de journalistes attendait le futur Premier ministre. Vauquier, élégant dans son costume sombre, répondait aux questions avec le sourire et l'assurance de celui qui maîtrise parfaitement son sujet. « Monsieur Vauquier, comment envisagez-vous cette alliance avec Emmanuel Macron ?»« Dans l'intérêt supérieur de la France, répondait-il. Nous traversons une période difficile et il faut savoir dépasser les clivages partisans pour rassembler les Français autour de l'essentiel. Quelles seront vos premières mesures ? Nous nous concentrerons sur l'économie, la sécurité et la réconciliation nationale. La France mérite un gouvernement qui agit plutôt qu'un gouvernement qui communique. Écoutez, mais chaque réponse était pesée, chaque mot calculé. Vauquier donnait l'impression d'un homme d'État déjà en fonction, maîtrisant parfaitement les codes et les enjeux. Direction l'Élysée, 16 mars 2026, 9h30. Vauquier était arrivé avec 15 minutes d'avance au palais présidentiel. Un symbole, il ne fallait surtout pas faire attendre Emmanuel Macron pour ce rendez-vous crucial. Monsieur le futur Premier ministre, plaisantait un huissier de l'Élysée en l'accueillant. Vauquier souriait détendu. Il avait passé la nuit à étudier les dossiers, à préparer ses arguments, à anticiper les questions du président. L'entretien avec Macron prévu pour durer 2 heures devait finaliser tous les détails composition du gouvernement. Répartition des portefeuilles, programme commun, calendrier législatif. Vauquier était venu avec un dossier complet, fruit du travail de toute la nuit. Emmanuel Macron était impressionné par sa préparation, confiera plus tard un conseiller de l'Élysée. Laurent avait réponse à tout. Il maîtrisait tous les sujets. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait faire. À 10 heures précises, les deux hommes se retrouvaient dans le bureau présidentiel. L'atmosphère était cordiale mais professionnelle. « Laurent, je suis ravi que vous acceptiez cette mission », commença Macron. « La France a besoin de stabilité et votre expérience sera précieuse. Monsieur le Président, c'est un honneur de servir la République dans cette période difficile », répondit Vauquier. Les négociations avançaient bien trop bien peut-être. Vauquier obtenait pratiquement tout ce qu'il demandait, le ministère de l'Intérieur pour LR, celui des Finances, celui de l'Éducation. Macron semblait prêt à tous les compromis. Il était tellement soulagé d'avoir trouvé une solution qu'il aurait accordé n'importe quoi, analysera plus tard un politologue. Macron était dans une position de faiblesse totale. Vers 11h30, alors que tout semblait finalisé, le téléphone présidentiel sonna. Macron décrocha, écouta quelques secondes, puis pâlit visiblement. « Excusez-moi, Laurent, je dois prendre cet appel. » Vauquier attendait dans le salon attenant confiant. Il consultait ses messages, finalisait les derniers détails avec son équipe. Dans quelques minutes, il serait officiellement Premier ministre. Mais l'appel se prolongeait et le visage de Macron, visible à travers la cloison vitrée, exprimait une surprise croissante. Quelque chose n'allait pas. À 11h45, Macron réapparaissait, l'air troublé. « Nous avons un problème. Sébastien vient de me rappeler, il retire sa démission. » Le monde s'écroulait autour de Vauquier. « Comment ça, il retire sa démission? Ce n'est pas possible. » « Si c'est possible, répondait Macron. Il a eu la nuit pour réfléchir et finalement il souhaite poursuivre sa mission. « Mais nous avions un accord, protestait Vauquier incrédule. Vous m'aviez donné votre parole. Laurent, je suis désolé, mais si Sébastien revient, je ne peux pas le refuser. Il connaît les dossiers, il a la confiance de l'Assemblée.
La suite de la conversation fut un cauchemar pour Vauquier. Macron, embarrassé, tentait de justifier ce retournement spectaculaire. Comprenez bien, Laurence n'est que partie remise. Sébastien ne tiendra peut-être pas jusqu'à la fin du quinquennat. Monsieur le Président, coupa Vauquier d'une voix blanche, vous venez de détruire ma crédibilité politique. Comment voulez-vous que j'explique ça à mes troupes, à la presse, aux Français? L'entrevue se termina dans un froid glacial. Vauquier repartait de l'Élysée humilié, furieux, désabusé. En l'espace de quelques minutes, ses rêves de Matignon s'étaient transformés en cauchemars politiques. La sortie de l'Élysée fut un calvaire. Les journalistes qui l'avaient vu entrer triomphant le voyaient ressortir défait. « Monsieur Vauquier, confirmez-vous votre nomination à Michaud? Y aura-t-il un gouvernement LR-LRM » Les questions fusaient, mais Vauquier restait muet, le visage fermé. « Pas de commentaires pour le moment », lâchait-il finalement avant de monter dans sa voiture officielle. Mais son expression trahissait son amertume et sa colère. Le trajet de retour vers son hôtel fut silencieux. Vauquier, prostré, consultait compulsivement son téléphone. Les messages affluaient de journalistes demandant des précisions cadres LR, inquiets conseillers cherchant à comprendre. Comment expliquer l'inexplicable? Se demandait un proche. Laurent était à 2 doigts d'être Premier ministre et tout s'effondrait à cause du revirement de Lecornu. Car c'est bien ainsi que la situation était perçue dans l'entourage de Vauquier. Lecornu avait joué avec les nerfs de tout le monde, provoqué une crise artificielle, fait miroiter une alternance pour finalement revenir sur sa décision comme un enfant capricieux. « C'est un manque de respect total envers les institutions », rageait un député LR. « On ne joue pas avec la fonction de Premier ministre comme ça. » L'humiliation était d'autant plus grande que tout avait été préparé, annoncé, médiatisé. Vauquier avait mobilisé toute son équipe, préparé son gouvernement, donné des interviews et maintenant il devait tout annuler. À 13h, la nouvelle officielle tombait. Sébastien Lecornu retire sa démission et reprend ses fonctions de Premier ministre. Le communiqué de l'Élysée était lapidaire, mais il signait l'arrêt de mort des ambitions de Vauquier. Laurent est anéanti, témoignait un collaborateur. Il avait tout misé sur cette nomination et voir tout s'effondrer en quelques heures est insupportable. La conférence de presse improvisée à 14h fut un exercice douloureux. Vauquier, devant une trentaine de journalistes dans les salons de son hôtel parisien, tentait de sauver la face. « Les circonstances ont évolué », déclarait-il d'une voix tendue. « Monsieur Lecornu a souhaité poursuivre sa mission et nous respectons cette décision. » Mais les questions étaient impitoyables. Monsieur Vauquier, avez-vous le sentiment d'avoir été utilisé? Comment qualifiez-vous ce retournement? LR va-t-elle maintenir sa confiance en Emmanuel Macron? Chaque question était un coup de poignard. Vauquier tentait de garder sa dignité, mais l'exercice était cruel. Nous verrons dans les prochains jours quelle position adopter, éludait-il. L'impact médiatique fut dévastateur. Tous les journaux du soir titraient sur l'humiliation de Vauquier, le fiasco de l'alliance LR-LRM. Les caricaturistes s'en donnaient à cœur joie, représentant Vauquier avec une valise à la main devant les grilles de Matignon. « C'est le syndrome du Premier ministre fantôme », ironisait un éditorialiste. Mais le pire était à venir. Dans les jours qui suivirent, les révélations s'enchaînaient. Des fuites savamment orchestrées montraient que Lecornu n'avait jamais vraiment eu l'intention de démissionner définitivement. C'était un coup de pression sur Macron, expliquait un proche du Premier ministre. Sébastien voulait obtenir certaines garanties, certaines concessions. Sa prétendue démission n'était qu'un moyen de négociation. Ces révélations achevaient de ridiculiser Vauquier. Non seulement il avait été écarté au dernier moment, mais en plus, il avait été l'instrument involontaire d'un chantage politique. Laurent a été utilisé comme un pion, reconnaissait un dirigeant LR. Lecornu s'est servi de lui pour faire pression sur l'Élysée. L'onde de choc traversait les Républicains. Beaucoup reprochaient à leur président d'avoir été trop naïf, d'avoir cru trop facilement aux promesses macronistes. Comment peut-on être aussi crédule? Interrogeait un député LR. Laurent aurait dû se méfier. En politique, tant que ce n'est pas signé, rien n'est acquis. Vauquier tentait de limiter les dégâts en interne. Nous avons agi dans l'intérêt de la France. Se justifiait-il devant le bureau politique du parti? Si l'opportunité s'était présentée, nous aurions eu tort de la refuser. Mais les critiques s'intensifiaient.
Certains cadres LR réclamaient sa démission de la présidence du parti. Laurent a perdu toute crédibilité, murmurait-on dans les couloirs. Comment peut-il continuer à nous diriger après ce fiasco? La droite républicaine était divisée. D'un côté, les fidèles de Wauquiez minimisaient l'incident. C'est de la politique, relativisait-il. Ces choses arrivent. De l'autre, ses opposants internes saisissaient l'occasion pour l'affaiblir. Cette affaire révèle l'amateurisme de Laurent, attaquait un rival. Un vrai chef politique ne se serait pas fait avoir comme ça. Les sondages confirmaient l'ampleur des dégâts. La cote de popularité de Wauquiez chutait de 15 points en une semaine. Les Français retenaient surtout l'image d'un homme politique manipulé, humilié, utilisé. L'opinion publique est impitoyable avec les perdants, analysait un sondeur. 3 semaines après le fiasco, Wauquiez tenta un retour lors d'un grand meeting à Lyon. Devant 2000 militants LR, il essayait de reprendre l'offensive. « Mes amis, nous avons vécu des moments difficiles, admettait-il. Mais nous ne devons pas nous laisser abattre. La droite républicaine a encore son rôle à jouer dans l'avenir de la France. » Mais l'ambiance n'était plus la même. Les applaudissements étaient moins nourris, les sourires moins spontanés. L'autorité de Wauquiez était durablement écornée. Laurent essaie de faire comme si rien ne s'était passé, observait un militant. Mais tout le monde a en tête ces 24 heures où il s'est fait humilier publiquement. Les conséquences politiques étaient lourdes. L'alliance LR-LRM, qui semblait possible quelques semaines plus tôt, était désormais impensable. La méfiance régnait entre les deux camps. Après ce qui s'est passé avec Laurent, comment faire confiance à Macron, s'interrogeait un cadre LR. Il nous a manipulés, une fois il recommencera. Du côté macroniste, on tentait de minimiser l'incident. C'était un malentendu, prétendait un ministre. Les circonstances ont évolué rapidement, c'est tout. Mais dans les faits, cette affaire avait durablement compliqué les relations entre le centre et la droite. Wauquiez était devenu infréquentable pour Macron et réciproquement, Laurent ne pardonnerait jamais cette humiliation, prédisait un observateur politique. Et Macron savait qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. 6 mois plus tard, lors du congrès LR de décembre 2026, les cicatrices n'étaient pas encore refermées. Wauquiez faisait face à plusieurs candidats pour sa succession à la tête du parti. L'affaire Matignon nous poursuit encore, reconnaissait un délégué. Laurent reste marqué par cet épisode. Beaucoup se demandent s'il peut encore nous mener à la victoire. La campagne interne fut acharnée. Les adversaires de Wauquiez n'hésitaient pas à rappeler son fiasco de mars. « Si c'était à refaire, je referais la même chose », affirmait-il, mais le mal était fait. Au 3e tour du Congrès, Laurent Wauquiez était battu de justesse par Valérie Pécresse de retour en politique après sa défaite présidentielle. C'est la fin d'une époque, commentait un journaliste politique. L'humiliation de Wauquiez par Lecornu avait finalement coûté la présidence de LR au président de région. Dans son discours de passation, Wauquiez tentait de garder la tête haute. « J'ai servi ce parti de mon mieux », déclarait-il. « Mes successeurs sauront faire mieux que moi. » Mais dans les couloirs, l'amertume était palpable. Laurent ne se remet pas de cette histoire, confiait un proche. Il se sent encore trahi par Macron et Lecornu. Aujourd'hui, près de 2 ans après cet épisode, Laurent Wauquiez continue ses fonctions de président de région en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sa carrière nationale semble définitivement compromise. Ces 24 heures ont cassé sa dynamique politique, analyse un biographe. Laurent était sur une trajectoire ascendante et tout s'est arrêté à cause de ce fiasco. L'homme politique, habitué au succès, a du mal à digérer cette humiliation publique. Il y en parle encore souvent, témoigne un collaborateur. C'est resté comme une blessure. Car au-delà de l'échec politique, c'est l'orgueil de Wauquiez qui a été touché. Habitué à maîtriser son destin, il s'est retrouvé à subir les manœuvres d'autrui. Laurent a appris à ses dépens que la politique parisienne était impitoyable. Philosophe, un ancien ministre. Il était peut-être trop provincial pour ces jeux-là. Quant à Sébastien Lecornu, il continue de diriger le gouvernement français avec succès. Sa manœuvre de mars 2026, si elle a détruit Wauquiez, lui a permis de consolider sa position. Sébastien a montré qu'il était un tacticien redoutable, reconnaît un adversaire. Il a éliminé un concurrent potentiel tout en renforçant sa propre autorité. Cette affaire restera comme un cas d'école de manipulation politique.
En l'espace de 24 heures, un homme a vu ses rêves de grandeur se transformer en cauchemar public, victime d'un jeu dont il ne maîtrisait pas les règles. C'est la politique dans ce qu'elle a de plus cruel, conclut un politologue. Wauquiez a payé le prix fort de sa naïveté et l'écornu a montré qu'en politique, tous les coups sont permis. L'histoire jugera si cette manœuvre était légitime ou si elle relevait de la manipulation pure et simple. Mais une chose est certaine, Laurent Wauquiez en garde encore les stigmates et ces 24 heures resteront probablement comme l'épisode le plus douloureux de sa carrière politique. 2 ans plus tard, des révélations explosives changèrent de la donne. Un ancien conseiller de l'Élysée révélait dans ses mémoires que l'écornu avait orchestré sa fausse démission pour tester l'opposition et éliminer ses concurrents. « J'ai été l'instrument d'une manipulation cynique », déclara Wauquiez dans une interview à France 2. Cette révélation relança l'intérêt pour l'affaire et réhabilita progressivement l'ancien président de LR. En octobre 2027, Wauquiez déposa une plainte pour manipulation. Les Français ont le droit de savoir si leur démocratie est manipulée, promettait-il, passant à l'offensive après 2 ans de profil bas. Cette renaissance politique de Wauquiez culmina lors des élections européennes menant la liste. Il obtenait un score inespéré de 18%, confirmant son retour sur le devant de la scène. « C'est la victoire de la vérité sur la manipulation », déclarait-il le soir du scrutin. Ce succès électoral marquait la fin de la traversée du désert pour l'ancien président de région. Dans chacune de ses interventions, il rappelait l'épisode de mars 2026, le présentant comme le symbole de la dérive du système politique français. Ce discours trouvait un écho croissant dans l'électorat déçu par les révélations gouvernementales. « C'est un retournement spectaculaire », observait un institut de sondage. En 2 ans, les rôles se sont inversés. Wauquiez est passé du statut de loser à celui de victime respectable. Cette popularité retrouvée relançait naturellement les spéculations sur l'avenir politique de l'ancien président de LR. Beaucoup y voyaient un candidat crédible pour la présidentielle avec l'expérience, la légitimité et surtout cette aura de martyr qui peut séduire un électorat en quête d'authenticité. Lui-même entretenait le suspense. « Je verrai le moment venu », répondait-il aux questions sur ses ambitions présidentielles. Pour l'instant, je me concentre sur mon travail de reconstruction de la droite républicaine, car c'était bien là son objectif principal, rebâtir après les années de crise, et son parcours personnel fait de chute et de renaissance en faisait le symbole parfait de cette reconstruction. Laurent incarne la résilience, expliquait un cadre du parti. Il a traversé l'épreuve la plus dure et il en est sorti grandi. C'est exactement ce dont a besoin la droite. Cette dimension symbolique de son parcours donnait à Wauquiez une autorité morale que peu de ses concurrents pouvaient revendiquer. Il était l'homme qui avait résisté aux manipulations du pouvoir et en était sorti vainqueur. « Mon histoire personnelle rejoint l'histoire de notre famille politique », déclarait-il lors d'un meeting. « Nous avons été humiliés, manipulés, méprisés. Mais nous avons survécu et nous revenons plus forts. » Aujourd'hui, près de 3 ans après ces 24 heures qui ont failli briser sa carrière, Laurent Wauquiez peut mesurer le chemin parcouru. Celui qui était sorti humilié de l'Élysée en mars 2026 est redevenu un acteur majeur de la politique française. « Ces 24 heures ont été les plus difficiles de ma vie politique », confie-t-il dans ses rares moments d'intimité. Mais paradoxalement, elles m'ont aussi appris l'essentiel. En politique, comme ailleurs, on ne grandit que dans l'épreuve. Cette philosophie de l'épreuve surmontée nourrit aujourd'hui son action politique. Wauquiez se présente comme l'homme qui a appris de ses erreurs, qui a payé le prix de sa naïveté et en a tiré les leçons. « Je ne referai plus jamais les mêmes erreurs », promet-il. « L'expérience m'a rendu plus méfiant, mais aussi plus déterminé. Mes adversaires peuvent compter sur moi pour ne plus me laisser manipuler. » Cette détermination nouvelle inquiète ses adversaires politiques. Le Wauquiez d'aujourd'hui n'est plus le même homme que celui de 2026. L'épreuve l'a endurci, aguerri, rendu plus redoutable. Laurent est devenu un adversaire beaucoup plus coriace, reconnaît un ministre. Son humiliation l'a transformé. Il ne laissera plus rien passer. Et effectivement, dans ses nouvelles fonctions de président du groupe LR au Sénat Poste qu'il a obtenu en septembre 2027. Wauquiez fait preuve d'une combativité remarquable contre le gouvernement Lecornu. Chaque intervention, chaque amendement, chaque prise de position semble portée par le souvenir de cette humiliation de mars 2026.
C'est sa vengeance, analyse un journaliste parlementaire. Laurent fait payer à Lecornu, loi après loi, débat après débat, l'humiliation qui lui a été infligée. Cette stratégie de harcèlement parlementaire porte ses fruits. Le gouvernement Lecornu, qui bénéficiait jusqu'alors d'une certaine tranquillité au Sénat, doit désormais compter avec une opposition beaucoup plus organisée et vindicative. Wauquiez a transformé le groupe LR en machine de guerre, constate un sénateur de la majorité. Ils sont sur tous les fronts avec une efficacité redoutable. Cette efficacité retrouvée de l'opposition sénatoriale complique singulièrement la tâche de Lecornu. Le Premier ministre, habitué à gouverner sans contrainte parlementaire majeure, découvre les inconvénients d'avoir un adversaire motivé par la revanche. Sébastien commence à regretter son coup de 2020, confie un proche. En humiliant Wauquiez, il s'est créé un ennemi acharné. Politiquement, c'était une erreur car au-delà de la dimension personnelle, cette guerre parlementaire a des conséquences concrètes. Plusieurs projets gouvernementaux importants ont été retardés ou modifiés sous la pression de l'opposition sénatoriale menée par Wauquiez. Laurent a compris que le Sénat était sa base de reconquête, explique un constitutionnaliste. Il utilise cette institution pour redevenir incontournable dans le débat national. Et la stratégie fonctionne. Médias après médias, commentateurs après commentateurs, tous reconnaissent aujourd'hui que Wauquiez est redevenu un poids lourd de la politique française. Son comeback est l'un des plus spectaculaires de la vie publique, estime un historien politique. Peu d'hommes politiques ont su transformer une telle humiliation en succès. Cette renaissance politique de Wauquiez pose évidemment la question de l'avenir. À 52 ans, l'ancien président de région a encore de longues années devant lui et beaucoup parient qu'il n'a pas dit son dernier mot. Laurent a une revanche à prendre, prédit un de ses proches. Ces 24 heures de mars 2026 l'obsèdent encore. Il n'aura de cesse que lorsqu'il aura rendu l'appareil à ceux qui l'ont humilié. Cette soif de revanche pourrait bien être le moteur de la prochaine étape de sa carrière. Car si Wauquiez a reconquis sa place dans le paysage politique, il n'a pas encore obtenu la réparation complète qu'il estime méritée. Le vrai règlement de compte aura lieu lors de la prochaine élection présidentielle, prophétise un analyste. Si Laurent se présente, ce sera autant pour conquérir l'Élysée que pour prendre sa revanche sur ceux qui l'ont trahi. En attendant cette échéance, Laurent Wauquiez continue de porter les stigmates de ces 24 heures qui ont failli briser sa carrière. Mais aujourd'hui, ces stigmates sont devenus des médailles. L'humiliation s'est muée en légitimité, la naïveté, en expérience, la défaite en tremplin. L'histoire de ces 24 heures restera comme l'un des épisodes les plus troublants de la politique française contemporaine. Elle illustre à la fois la cruauté du jeu politique et la capacité de résistance des hommes. Laurent Wauquiez en est sorti meurtri, mais grandi humilié, mais plus fort. Et peut-être que c'est là la véritable leçon de cette affaire en politique, comme ailleurs, ce ne sont pas les chutes qui définissent un homme, mais sa capacité à se relever.